Bonjour. Alors, pour commencer, je me dénonce. Je suis étudiant en gestion internationale des énergies alternatives aux mines de Paris. Donc, voilà. En fait, j'ai quelques remarques ou quelques questions. D'abord, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit sur ce qui s'est passé récemment sur le PV en France, sur le photovoltaïque, pour Monsieur Meunier. Juste pour préciser, parce que vous nous dites que a priori c'est que, il y a un problème, le gouvernement trouve que ça coûte trop d'argent, et vous nous dites qu'en Allemagne c'est pas le cas. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un problème dans la façon dont le tarif a été décidé? Bon, parce que ça donne l'impression aux gens que ça coûte cher de faire ça. En Allemagne c'est pas le cas parce que a priori les tarifs n'ont pas été régulés de la bonne façon en France. Ensuite, j'ai une question pour Monsieur Papon. Vous me semblez très optimiste sur le développement de toutes ces ruptures. Et je voudrais savoir, selon vous, quel est le critère qui va déclencher ça? Est-ce que c'est purement de la bonne volonté face au risque de changement climatique? Est-ce qu'il y a des critères politiques autres? Parce que si c'est purement la question des ressources, le monsieur Total nous a bien dit qu'il y avait beaucoup de réserves. Et puis on nous a dit qu'il y avait peut-être jusqu'à 200 ans de gaz de schiste. Et enfin, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de projets comme le projet Desertec, qui consiste à mettre beaucoup de solaire à concentration en Afrique du Nord pour inonder l'Europe d'électricité? Merci. 3 questions. Monsieur Meunier, vous voulez répondre? Oui. Monsieur Münster, ensuite. Donc, pour le photovoltaïque. Oui, pour le photovoltaïque et les tarifs, vous avez raison, la tarification est complexe. Donc les Allemands ont fait une tarification privilégiée de rachat de l'énergie électrique photovoltaïque plusieurs années en avance, environ 5 ans en avance par rapport ou 7 ans en avance par rapport à la France. Donc la France, elle a fait un tarif d'achat de l'ordre de 60 centimes d'euros les kilowattheures pour 2009, qui était très avantageux, à un moment où les prix des panneaux photovoltaïques ont plongé. Pourquoi ils ont plongé? À cause de la récession. Il y a eu tout plein de panneaux photovoltaïques qui avaient été prévus en Espagne, qui n'ont pas vu le jour et donc qui ont été importés à bas coût. Donc il y a eu un effet d'aubaine sur lequel se sont engagés pas mal de gens qui faisaient l'installation du photovoltaïque. Donc ça fait un effet de bulle. Simplement, ce qu'on peut regretter quand même, c'est que ça a été une gestion entre la tarification et puis la prévision qui, pour les industriels, a été mal vue, parce que quand on se lance dans des projets et qu'on stoppe brutalement sans préavis, c'est excessivement désagréable. Monsieur Münster, vous vouliez réagir aussi sur cette question? Oui, je voulais réagir parce que nous sommes un acteur de l'industrie photovoltaïque dans le monde. Et donc on a un regard qui est un peu complémentaire de ce regard-là. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que le marché allemand aujourd'hui est le premier marché mondial du photovoltaïque, à cause des politiques publiques essentiellement, mais que ce n'est pas le seul et qu'au cours du temps, il faut avoir en tête que les pays, par leur politique publique, successivement, prennent des démarches qui créent des opportunités de marché pour l'industrie photovoltaïque mondiale. Et il y a eu le Japon, il y a eu l'Allemagne, il y a eu la bulle de l'Espagne, qui était d'ailleurs pas seulement une bulle, il y avait aussi un petit peu d'exagération dans la manière dont les acteurs ont joué. Et dans les marchés futurs, on voit bien que le sud des États-Unis va devenir un marché très important. Et il y a 2 facteurs pour ça. Il y a les politiques publiques, mais il y a aussi le coût de l'électricité avec lequel se compare l'industrie de l'électricité produite par les panneaux solaires. Et dans ce coût d'électricité, il y a 2 éléments. Il y a la quantité de lumière de soleil et il y a, parce que quand on est en Allemagne, il y a moins de soleil qu'en Californie, et donc on fabrique plus facilement l'électricité photovoltaïque. Et il y a le prix de l'électricité avec lequel ça se compare. L'électricité en France, c'est pas très cher à cause de notre parc d'industrie nucléaire amorti. Et en contrario, le coût de l'électricité dans le sud des États-Unis, en Californie tout particulièrement, est extrêmement cher parce qu'il y a des tensions sur l'électricité, parce que leur parc industriel n'a pas été remis en état récemment à cause de leur système d'organisation industrielle. Donc il y a ce genre d'analyse, il faut le voir dans la durée. Deuxième chose auquel il faut penser, c'est que les industries comme le photovoltaïque en Allemagne, c'est un choix politique, et c'est un choix politique qui a un coût. Les industries intermittentes en Allemagne, qui effectivement ont émergé très tôt, sont émergées d'une part par une politique de soutien à la recherche, à la technologie, et une politique de soutien au marché qui a permis à des industries de s'installer. Mais le coût
Dans la durée, en Allemagne, ça a été quelque chose comme 53 milliards d'euros. Donc c'est un choix politique dans la durée. Nous pouvons collectivement décider, avec les gouvernements, de l'assumer, mais le choix de l'Allemagne est celui-là. A contrario, ne croyez pas que ça fait que de l'industrie sur le territoire. Le numéro 1 mondial, le numéro 1 des industries très performantes, des photovoltaïques très performantes, c'est SunPower aux États-Unis. Son usine est aux Philippines. Le principal producteur allemand, qui est plus le numéro 1 mondial depuis plusieurs années, QCell, sa plus grosse usine est en Malaisie. Et QCell, avec la crise, a 1 milliard de dettes. On sait parce que nous, on regarde, puis c'est un concurrent. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au cours des politiques de relance, le choix des différents pays n'est pas le même. Et une des grosses choses qui a fait baisser très fortement le prix des cellules qui sont installées sur les panneaux solaires en Europe est venue de la Chine. La Chine a créé une industrie de fabrication de cellules extrêmement rapidement, de très grande taille et à bas coût. Et vous savez comment ils l'ont fait? Ils ont pris des technologies qu'ils n'ont pas développées. Les machines sont allemandes, les brevets sont australiens. C'est soi-disant un particulier qui a créé l'usine. La réalité, et il l'avoue quand on va les voir, moi j'ai été visité bien entendu, c'est que c'est le gouvernement qui a payé l'usine. Et le prix que le particulier qui gère l'usine a payé, c'est un yuan symbolique. Donc c'est une politique d'aide à l'investissement dans l'usine qui a joué. Et dans une très grosse usine qui fabrique à peu près l'équivalent d'1 gigawatt de cellules par an. Les usines européennes sont à peu près 2 fois plus petites. Et donc c'est à bas coût avec énormément de manœuvres. Dans ces usines-là, il y a 40 000 personnes, 40 000 employés. C'est bizarre, c'est pas des robots, c'est des petites mains qui déplacent les cellules d'une machine à l'autre. Donc, il faut avoir en tête que dans la logique industrielle, il y a ce genre d'analyse. Mais en plus, une industrie comme le photovoltaïque, c'est une chaîne. Ne croyez pas que c'est simplement l'usine de QCell. QCell ne peut pas vivre sans alimentation de silicium. Et qui est-ce qui fabrique le silicium purifié? C'est les usines de l'industrie de la microélectronique. Et aujourd'hui, plus de la moitié du silicium purifié est fabriqué par un cartel qui verrouille le marché et verrouille le prix du silicium. On le sait parce qu'on en achète. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des aléas de production extrêmement erratiques. Il y a 3 ans, les usines européennes fonctionnaient à 75% parce qu'ils ne trouvaient pas d'approvisionnement de silicium. Maintenant, c'est installé par ces cartels des grosses usines de silicium, donc il y a une surproduction de silicium qui fabrique des baisses de coûts. Mais comme se fabriquent des nouvelles usines de cellules, ça va changer. Et enfin, ayez en tête que dans le coût de l'électricité que l'on paye, il y a une chaîne. Il y a le prix du silicium, il y a le prix des cellules, il y a le prix des panneaux, il y a le prix d'installation. Et nous fabriquons des panneaux, nous fabriquons des systèmes pour les installer sur les usines, mais le prix de l'électricité in fine vient de tous ces segments de la chaîne industrielle. Et en gros, aujourd'hui, chaque segment contribue pour le prix de l'électricité finale à peu près de la même façon. Donc si vous voulez baisser le prix de l'électricité pour réduire le besoin de subventions, il faut travailler sur toute la chaîne industrielle, par la technologie et par l'industrialisation, et par le marché, et par l'aide à l'investissement, dans une compétition mondiale. Parce que c'est ça la réalité de cette industrie aujourd'hui. Donc ça, c'est un discours vis-à-vis de l'industrialisation française. Si elle ne se positionne pas dans ce jeu-là, qui est déjà mondial aujourd'hui, elle ne peut pas gagner. Parce que c'est ça le jeu. Merci. Et quand on voit comment on a peut-être été un peu surpris par les Chinois, vous avez dit on n'avait pas pensé qu'ils feraient aussi vite, on n'est peut-être pas très bien parti. Monsieur Papon, vous vouliez réagir aussi, mais de façon très courte, de façon qu'on puisse aussi aborder. Monsieur a quand même posé 3 questions. Oui, bon, et tous les autres en ont des questions. Première question qui m'était destinée, je crois, sur les ruptures. Bon, moi, je ne crois pas que les ruptures vont venir d'injonctions, disons, gouvernementales, voire même de la sensibilité au développement durable. Moi, je crois à la dynamique de la recherche et que les ruptures scientifiques, voire techniques, sont le résultat d'une dynamique de la recherche. Au fil des ans, mais ne sont pas prévisibles et ça peut, disons, il n'y a peut-être pas avant 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Juste un exemple, hein, Einstein, dans sa fameuse relation E égale mc au carré, l'énergie d'une particule de masse m est égale au produit de sa masse par le carré de la vitesse de la lumière, donc une équivalence entre l'énergie et la matière. À l'époque, personne n'a pu imaginer, sauf peut-être Einstein lui-même, qu'il y aurait une application à la fission nucléaire. Einstein monte un tout petit peu le bout du nez dans la conclusion de son article de 1905. Il dit peut-être bien qu'avec la radioactivité qui a été découverte par des Français d'ailleurs il y a quelques années, on pourrait appliquer ma formule. Et après, découverte, 1938, à Berlin, découverte de la fission. Donc là, il y a une dynamique de la recherche qui n'est pas prévisible. Idem, la biologie synthétique. Hein. Les débuts, c'est il y a 10 ans, des Américains ont reconstitué le virus de la grippe espagnole. Hein, et en raboutant des morceaux d'ADN, etc. Puis après celui de la poliomyélite. Et puis après, Craig Venter, qui est un des héros, je dirais, hein, de la génétique et de la biologie moderne, il dit mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer ça pour faire des biocarburants? Je pense que Jean-François doit être un peu impliqué là-dedans. Desertec, j'avais une question. J'essaierai de répondre tout à l'heure en faisant une petite manip. Oui. Écoutez, justement, je pense qu'on va s'arrêter là. On garde des questions en suspens et des réponses en suspens. Monsieur Münster sur les ruptures biotech. Monsieur Loiseau, tout à l'heure, parce que je pense qu'on a déjà eu devant les yeux et dans nos neurones plein de chiffres et de nouvelles expressions. Comme vous l'aviez vu sur le programme, devait être avec nous Madame Geneviève Ferron de Veolia Environnement, de cette grande entreprise. Elle nous a appelé, malheureusement un très grave problème dans sa famille l'a retenue. Cela étant, comme elle nous avait fait parvenir son PowerPoint, sa série d'images, j'ai demandé à l'équipe technique de bien vouloir en garder 5 que je vais vous commenter. Cette première représentation, j'espère que vous la voyez bien, elle redonne les ordres de grandeur et elle nous redit que 80% de notre consommation d'énergie émet du CO2, et que c'est ça le problème. Elle insiste aussi, et je trouve que ce graphique est très parlant, recommençant, vous voyez, à 10 000 avant Jésus-Christ, le nombre d'habitants estimé, le nombre d'humains sur cette planète était encore très petit, de l'ordre de 5 millions. Vous voyez que ça augmente très doucement. Et puis brusquement, vous avez cette sorte d'augmentation exponentielle vers notre siècle, en passant donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliards, très très vite. C'est cela que nous vivons. Je trouve ce graphique et le rappel de ces chiffres tout à fait extraordinaire. C'est la preuve que nous sommes en train de vivre une époque avec un changement incroyable. Vous voyez que la source est le musée de l'homme, parce que vous savez que faire les estimations de combien nous étions au paléolithique, au néolithique, etc., c'est pas toujours facile. Autre chiffre que j'ai trouvé intéressant à garder, elle insistait donc sur ce changement d'échelle, la consommation d'énergie par personne, avec ce chiffre de multiplication par 7 en un siècle. Hein, ça commence à 1880, tout à fait à gauche, et 2004 à la fin. Et vous voyez effectivement, ça décolle, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est ça. Incroyable. À ce stade, je ne résiste pas à une petite question personnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une tonne d'équivalent pétrole? Messieurs les experts, ça nous permet de faire quoi, une tonne d'équivalent pétrole, de façon très très pratique pour le quotidien? Moi, il fallait leur demander avant. Monsieur Loiseau, prenez un micro. En gros, un petit peu plus que 10 000 kWh de chaleur. Et si on le convertit en énergie électrique, il faut prendre
2,5 fois moins, c'est-à-dire 40 400 kWh électriques. Et alors, 4000, pardon, excusez-moi, c'est 10 000 kWh chaleur et 4000 kWh électriques. Alors, qui c'est qui consomme ça, en gros? C'est quoi? C'est un hôpital? C'est une petite agglomération? Je me représente toujours pas la chose, moi. Non, chaque habitant français utilise, en termes d'énergie primaire, à peu près 4,5 tonnes équivalent pétrole. Chacun d'entre nous. Par an. Ah ben enfin, voilà un chiffre. Vous saviez pas, moi je savais pas qu'on était à 4,5 TEP par an. C'est 20 000 km pour une voiture. 20 000 km pour une voiture. Bon, voilà, c'est un peu plus concret. Ne lisez pas tout, enfin sauf si vous êtes un lecteur rapide, hein, je ne veux pas vous faire injure. Ce qui compte, c'est en bas à droite, les 3 R, selon Madame Véronne. Réduire, réutiliser, recycler. Ce sont les 3 termes clés pour ce graphique où elle nous présente en fait les systèmes habituels, le système industriel classique, où on se plaçait, en tout cas, je ne sais plus, il y a peut-être 20 ans, dans l'idée de ressources infinies, encore que à Rio en 92, on avait déjà pensé que c'était pas infini nos ressources. Et voilà comment on procédait avec une quantité de déchets illimitée, après extraction, transformation, consommation, et la vision de Madame Geneviève Véronne, c'est un système circulaire qui sait pratiquer ces 3 R et qui donc parvient à un équilibre entre les ressources finies, une quantité de déchets limitée, beaucoup de recyclage, de valorisation, de réemploi. Ce que je crois certains appellent des cercles vertueux. Et j'espère qu'on peut y croire. Voilà. Donc nous regrettons l'absence de Madame Véronne, mais nous lui faisons ainsi un petit clin d'œil et je sais qu'elle en sera très contente parce qu'elle regrettait vraiment de ne pouvoir vous rencontrer. Nous allons reprendre les questions. Il y en avait une en suspens. Monsieur nous avait posé la question de Desertec. Desertec, cette grande entreprise qui pourrait s'implanter dans le Sahara. Qui veut répondre là-dessus? Ah, voilà. Monsieur Münster et ensuite Monsieur Papon et ensuite vos questions qui seront par là-bas. Voilà, merci. Desertec, c'est un grand projet initié par l'industrie allemande qui consiste à faire de l'électricité à base d'énergie solaire concentrée, pas des panneaux solaires, mais des usines concentrant l'énergie du solaire pour faire des grosses quantités d'électricité. Dans la zone éclairée du nord de l'Afrique, d'abord pour les besoins de ces pays, mais aussi pour alimenter, et l'annonce c'est 20% de l'apport d'électricité à l'Europe d'ici plusieurs décennies. D'abord, les usines solaires concentrées, c'est une technologie qui existe et qui progresse, d'abord aux États-Unis et en Espagne. Nous sommes partenaires d'un projet à Abu Dhabi, avec une compagnie espagnole et les Abu Dhabiens, de 100 mégawatts d'électricité à base de solaire concentré. C'est la plus grosse en construction dans le monde actuellement. Donc c'est une technologie qui est proche de la maturité. Elle pose 2 difficultés, une difficulté technique assez considérable. Il faut des miroirs pour réfléchir la lumière du soleil. Et ces miroirs, dans un désert de sable, ils ne restent pas très polis pendant très longtemps. Et la deuxième chose, c'est ça travaille à haute température puisqu'on concentre l'énergie du soleil, donc on a énormément de problèmes de matériaux et des choses comme ça. La deuxième grande difficulté, c'est que ça produit de l'électricité dans la journée. Donc il faut trouver des mécanismes qui font de la cogénération, soit en stockant la chaleur pour continuer à produire l'électricité la nuit, soit en couplant ça, c'est ce qu'on fait nous, avec des centrales à gaz pour faire l'électricité la nuit, ce genre de mécanisme. En ce qui concerne Desertec, l'analyse personnellement que j'en ai, c'est complètement personnel, c'est pas total, c'est que n'oublions jamais que nous sommes dans des pays d'Afrique du Nord qui ont besoin d'énergie, qui ont des populations en croissance, qui sont en développement, et donc la priorité absolue de centrales solaires concentrées comme ils s'en projettent au Maroc par exemple, c'est d'abord pour ces populations-là.
bien sûr, on peut promettre d'imaginer de satisfaire une partie des besoins européens par ça. Mais commençons par faire cela pour ces pays, parce qu'ils en ont plus besoin que nous. Monsieur Münster, vous avez plusieurs micros. Hein. Oui, bon, je ne savais pas qu'il y aurait une question sur Desertec, mais j'ai préparé une petite manipulation, j'espère qu'elle va marcher, voilà la manipulation. Qui symbolise un peu, je dirais, une exploitation du solaire concentré. Ce moteur qui est là devant vous, je l'ai fait chauffer, il y a une plaque noire qui est ici, sur le dessus, qui donc absorbe la chaleur de ce mini-soleil. Hein, je vais la lancer, j'espère que vous allez le voir. Est-ce que vous arrivez à le capter avec la caméra? Donc, j'ai pas fait grand-chose. Redécrivez-nous ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un moteur qui s'appelle un moteur Stirling. Il y a 2 pistons, un piston moteur, un piston déplaceur. Le soleil, disons, a chauffé la plaque supérieure, c'est un moteur à air, l'air a chauffé, a déplacé le piston moteur vers le haut, il est par un système de bielle lié à un piston déplaceur qui rechasse l'air vers le bas, la plaque commence à donner un peu de soucis, se refroidit, et donc il y a un cycle moteur. Un cycle moteur Stirling qui a été inventé en 1820, quelque chose comme ça, et que l'on envisage d'utiliser précisément sur des tours avec des installations à salaire concentré. Je ne sais pas si Desertec en est là, je ne pense pas. Donc c'est un moteur qui a été inventé en 1820. Alors simplement pour vous montrer en quelque sorte les méandres ou les mystères de la prospective, dans un livre fameux, Sadi Carnot, publié en 1824, Réflexions sur la puissance motrice du feu, que je vous montre. Il avait étudié tous les systèmes de machines à vapeur en Europe et montré que le rendement est d'autant meilleur que la différence de température entre la source chaude et la source froide est plus élevée. C'est le principe de Carnot. Et il a dit, oui, mais ça c'est des moteurs à vapeur. Plus ça sera chaud, plus la pression va être évidemment élevée et on risque de faire exploser les machines à vapeur. Principe de précaution, on aurait pu dire à l'époque. Tout le monde à l'époque l'ignorait. Bon, et il dit, il faudrait peut-être mettre au point des moteurs à air chaud. Ça serait moins dangereux. À peu près à la même époque, invention par un monsieur Stirling, qui était d'ailleurs un pasteur protestant, de ce moteur, quand même, qui était resté dans l'oubli pendant un certain temps et qui connaît maintenant un regain d'actualité. À l'Ifremer, je pense que Jean-François Münster s'en souvient, on s'était lancé dans une aventure de sous-marin avec moteur Stirling. J'ai plongé dans un sous-marin avec ça, ça marche, je peux vous dire, et j'en suis sorti vivant. Bon, donc, ceci pour dire que, pour répondre aussi à votre question, je pense que c'était le même, il y a des aléas dans la recherche, dans la technique, et il faut laisser la dynamique de la science et de la technique jouer. Et il y a des techniques que l'on met des dizaines d'années à mettre au point, et puis quelquefois qui tombent dans l'oubli, et puis qui connaissent un regain d'actualité. Donc voilà un peu ce que démontre un peu ce petit moteur poussif. Et là, il s'est donc arrêté parce que vous n'avez plus chauffé. Absolument. Voilà. Vous avez tout vu. Bon. Merci pour vous. Vous pourrez peut-être venir le voir tout à l'heure. Et Jean-François Münster me signale qu'à la Cité des Sciences, on peut le voir aussi. Enfin, vous pouvez le voir directement là, et c'est ce qui prouve. Vous savez, la grosse difficulté qu'on a eue, c'était d'être sûr d'avoir une lampe qui chauffe. On trouve plus ça facilement. Il faut déambuler dans les bureaux. C'est bien, me dit mon voisin. Vos questions, monsieur? J'ai une question sur la rentabilité de l'énergie nucléaire. Est-ce que là-dedans sont calculés aussi le démantèlement des centrales qui commencent drôlement à vieillir en France et les recherches sur le traitement des déchets qui n'est pas du tout résolu et qui va peser sur les générations futures presque à l'infini. Voilà. Monsieur Loiseau. Oui, je vous remercie de cette question. J'avais d'ailleurs évoqué que ce problème était quelque chose, si vous voulez, c'est une contrainte particulière parce que je pense que, au moins pour une partie des déchets, je dirais, ils sont incontournables. Ce sont les produits de fission, notamment.
Alors, la question, si vous voulez, de démantèlement, puisque je m'attache à répondre vraiment à votre question. Le démantèlement est inclus dans le prix de l'électricité que l'on paye en France, par le biais d'un provisionnement qui doit être fait, c'est légal, par EDF pour le démantèlement. Après, sur la question de est-ce que c'est assez, est-ce que c'est convenable, comment c'est fait, etc., je dirais que c'est très technique. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment discuter ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le problème, je dirais, est officiellement posé, puisqu'il y a une obligation pour EDF de provisionner des fonds pour le démantèlement. J'ajoute aussi que, en fait, EDF commence à démanteler. Justement, ces premiers réacteurs, qui étaient d'ailleurs pas des REP au départ, qui étaient des réacteurs à uranium naturel, sont en cours de démantèlement. Et je dirais que les choses progressent normalement à ma connaissance. Voilà. Oui, par exemple. On parlait de Brennilis, la centrale en Bretagne. Oui. La deuxième chose, c'est est-ce que les déchets nucléaires sont une menace pour l'homme? Alors tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, une des caractéristiques des déchets nucléaires, à l'inverse du CO2, c'est qu'on peut les garder dans un volume extrêmement faible. Donc en fait, il y a deux choses qui sont prévues pour ceci, pour les gérer sur quelques milliers d'années, ce qui n'est pas rien. La première chose, c'est que, si vous voulez, il y a un container qui est en acier inoxydable, qui est, je dirais, structurellement très, très costaud, qui va durer sans doute quelques centaines d'années. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Et ensuite, en fait, ces containers c'est le projet, c'est en cours de discussion, on n'a pas légiféré sur ça, seront entreposés dans un site tel que celui que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure. À savoir que c'est à 500 mètres sous terre, dans une couche d'argile qui est de grande épaisseur, et disons que les vitesses de migration sont très faibles. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte le fait que pour quand éventuellement il y ait des fuites vers la biosphère, eh bien la radioactivité soit suffisamment faible et à peu près de l'ordre de la radioactivité naturelle. Bon, ce que je veux dire, on peut se faire peur, mais ce que je veux dire, c'est aussi, si vous voulez, c'est à force de récuser toutes les solutions qui permettraient de réduire effectivement les émissions de CO2 pour 2050, je pense que, si vous voulez, il y a une sorte de problème presque moral, je dirais. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité? Est-ce qu'on va prendre les moyens d'arrêter la croissance de consommation d'énergie des pays émergents? Donc, en fait, je crois que, si vous voulez, le problème de l'énergie nucléaire, c'est pas que j'en sois le promoteur, je n'ai pas d'action là-dedans. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que ça semble incontournable pour passer ce cap. Si on peut faire mieux après, il faut que les gens le prouvent. Et qu'en particulier, mon voisin, qui a fait une longue liste de toutes les solutions qu'on pouvait utiliser pour l'énergie nucléaire, aucun chiffre relatif aux besoins n'a été je dirais, clairement proposé, ou alors j'ai dormi pendant quelques séquences. Donc en fait, si vous voulez, la question des déchets, c'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce qu'on veut faire d'ici 2050 et est-ce qu'on peut s'en passer? Bon, les produits de fission, si vous voulez, c'est même pas une question de génération 3 ou 2, 3 ou 4, il y en aura toujours. Donc en fait, cette sorte de déchet ne sera pas réduite par le passage à la génération 4, par exemple. Donc il faut être honnête, il y a ces déchets, point. Y a-t-il une autre question? C'est Marceau qui passe. Oui. Monsieur. Petite question rapide pour éclairer le débat. Avez-vous un comparatif des prix de revient des différentes énergies que vous nous proposez? Le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque. Quel est le prix de revient du kilowattheure de chacune de ces sources d'énergie? Attendez, je réponds simplement, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais peut-être de façon un peu trop rapide.
le prix du kilowattheure nucléaire, c'est de l'ordre de 5 centimes le kilowattheure à la production. J'entends bien à la production. Ensuite, si vous regardez le prix du kilowattheure au prix du pétrole, vous arrivez plutôt à 10. Si vous le regardez à partir du charbon, vous arrivez à 7. Donc en fait, si vous voulez, 7 ou peut-être moins, ou même 5. Mais ça dépend si vous achetez le charbon. Si vous ne l'achetez pas, c'est pas pareil. Donc en fait, si vous voulez, oui, c'est le cas de la Chine et de l'Inde en fait. Si vous voulez, c'est comme si nous on avait du bois et puis on se disait non, je vais le garder là, je vais le garder comme un stockage de CO2 et j'aurai froid. Bon, allez dire ça aux 1,5 milliard de Chinois. Donc en fait, si vous voulez, la question c'est ce prix-là. Alors maintenant, je vais à l'autre extrémité. Actuellement, c'est 50 centimes le kilowattheure qui est payé aux producteurs pour le kilowattheure photovoltaïque. À peu près la moitié pour l'éolien. Je veux dire, vous avez bien remarqué qu'il y avait un facteur 10. Vous avez bien remarqué que même si ce n'est pas ce facteur 10, c'est quand même un facteur 5. Imaginez que, comme semble le proposer, tout soit multiplié par 5 sur votre facture d'électricité. Ce n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème de compétitivité de la France, par exemple, si on se place en France. Et jamais la Chine ne fera ça, jamais l'Inde ne fera ça, au moins dans les 40 ans qui viennent. Voilà. Monsieur Meunier, et ensuite Monsieur Munster. Bon, sur les coûts, donc je voudrais juste dire par rapport à Jean-Marie Loiseau qu'il y a les coûts d'achat et les coûts de production. Donc ce qu'il vient de mentionner pour les coûts d'achat de l'éolien, moi je me base sur les coûts de ce que je vois qui sont publiés par arrêté par le gouvernement français, où moi j'en suis que le coût d'achat pour l'éolien c'est 8 centimes d'euros par kilowattheure, et j'en suis pas du tout à 25, donc j'aimerais bien voir le texte où c'est à 25. Donc c'est certain que le coût d'achat de l'éolien pour une durée déterminée, et ensuite, après cette durée qui généralement est de 20 ans, un coût décroissant. Donc les estimations qui sont généralement publiées sont que dans les énergies renouvelables, la meilleure marché, c'est l'hydraulique. Quand le barrage est déjà, disons que quand la construction, en tenant compte de l'amortissement sur des durées très longues. Donc le meilleur marché, c'est l'hydraulique, qui est moins cher que l'électronucléaire. Deuxième, c'est l'éolien. Donc l'éolien qui se trouve effectivement en compétition avec le nucléaire, mais là encore ça dépend des pays, puisque le taux du nucléaire n'est pas estimé au même tarif dans les pays, ça dépend comment a été amorti l'investissement dans les centrales électronucléaires. Et celui qui est effectivement nettement plus élevé pour l'instant, c'est le coût de photovoltaïque. Et alors là-dedans, j'aurais juste insisté sur un point, c'est que dans la loi sur l'énergie, la loi dite la loi POP sur l'énergie en France, il a été dit que les coûts d'achat pour les électricités alternatives pouvaient être supérieurs au coût moyen de l'électricité pour satisfaire les objectifs fixés au niveau national. Donc la question qu'on peut poser, c'est que au niveau national, il avait été fixé 11% d'électricité renouvelable à l'échéance 21%, je m'excuse, d'électricité renouvelable à l'échéance 2010. On en est très loin. EDF, en ce moment, quand vous regardez sur votre facture, EDF, on est à peu près à 9%. Donc, pour compenser ceci, on est obligé d'acheter à des opérateurs indépendants. La question qu'on peut se poser, c'est quand même pourquoi, depuis de nombreuses années, pourquoi EDF n'a pas plus investi dans les énergies renouvelables, ce qui lui aurait évité éventuellement d'être obligé de racheter à des tarifs relativement élevés. L'idée des tarifs relativement élevés de rachat, c'est que les opérateurs qui ont investi dans l'éolien, par exemple, ou aujourd'hui dans le photovoltaïque, c'est eux qui ont investi, qui ont payé
pour l'investissement de cette technologie. Et ceci dépend fortement du pays. Alors l'autre point que je voudrais juste souligner, c'est que pour l'éolien, la raison pour laquelle aujourd'hui les États-Unis sont le premier pays qui ont investi en 2009 dans l'éolien, c'est parce qu'aux États-Unis, l'éolien est excessivement compétitif et c'est l'investissement qui, pour les électriciens, est aujourd'hui le meilleur marché pour produire de l'électricité dans des délais relativement rapprochés. C'est assez rapide la construction de fermes éoliennes. Merci Monsieur Meunier. Jean-François Münster veut intervenir et ensuite à nouveau Monsieur Papon. Et après une autre question de votre part. Oui, je ne veux pas critiquer du tout ce qui a été dit, qui est très documenté. Je voudrais simplement alerter sur la difficulté extraordinaire qu'il y a à comparer tous ces coûts, parce que les périmètres dans lesquels cela s'inscrit ne sont pas les mêmes. Parlons du pétrole, j'ai le droit, non? Rappelez-vous que... Vous avez le devoir. Lorsque on parle du prix du pétrole ou d'un carburant ou du pétrole, du fioul utilisé pour une centrale, on est au bout de la chaîne. Et le prix au bout de la chaîne inclut les taxes chez les pays producteurs, qui sont en gros 80% du prix du pétrole. Ça fait vivre les pays producteurs, c'est leurs ressources, c'est normal. Et les taxes chez les pays consommateurs, on paye tous, quand on achète de l'essence, la TIPP, qui est une grosse partie du prix de l'essence. Donc, dans le prix du pétrole, en fait, c'est une industrie qui fait vivre les États, ce qui est le contraire des énergies renouvelables où les États sont obligés de subventionner. La deuxième chose, c'est que c'est une industrie ancienne. Ça veut dire que la recherche a été faite, mais on continue d'en faire énormément, parce que c'est encore une industrie du futur. Mais l'essentiel des technologies du raffinage ont été inventées il y a longtemps, avec aussi des investissements publics dans la recherche. Tandis que sur les industries nouvelles, on est obligé de financer la recherche aujourd'hui. Et c'est pas fini, parce que c'est des technologies qui ne sont pas matures. L'autre chose, c'est qu'on vit sur des infrastructures. Tous les systèmes énergétiques ne fonctionnent que sur des infrastructures. Quand on paye le prix de l'éolien, les prix de rachat, il y a quelque part un coût caché de la transformation de l'infrastructure électrique, qui n'est pas inscrit dans ce prix-là, qui en plus, le réseau électrique doit être modifié pour accommoder des énergies intermittentes. Alors que sur les systèmes existants, les infrastructures ont été construites et sont amorties, et souvent financées par les États. Donc on a une vraie difficulté à comparer des choses, parce qu'il faudrait les comparer dans la durée, dans la transformation du système. Le Danemark a été évoqué. N'oubliez pas que le Danemark, qui a la possibilité de fabriquer la totalité de son électricité à certains moments, quand il y a du vent, à partir des éoliennes, en particulier dans le détroit du Kattegat, c'est des champs d'éoliennes énormes. Vous passez le pont vers Malmö, vous les voyez, elles sont juste là-dessous. Et simplement, comme c'est intermittent, il y a des moments où ils n'ont zéro électricité par ce champ d'éoliennes. Donc ils sont dans ces conditions obligés de racheter de l'électricité chez leurs voisins, du côté de la Suède ou de l'Allemagne, l'électricité à base de charbon. Et quand ils en ont trop, ils la revendent. Simplement, comme elle est plus chère, quelque part, c'est l'État du Danemark qui paye cet excès d'électricité racheté par les pays voisins. Donc il y a des coûts cachés dans les mécanismes économiques qui rendent toutes ces comparaisons de coûts compliquées. Et effectivement, les énergies nouvelles sont toutes plus chères, mais derrière, il faut se rappeler que les coûts de ce qui existe et ce qui est mature ont eu des coûts dans le passé qui aujourd'hui sont couverts, amortis, et qui ne sont pas dans ce qu'on paye d'aujourd'hui. C'est donc, moi je dis toujours, faites attention, on élabore des éléments de comparaison à une date donnée, mais ce ne peut pas être des éléments exhaustifs. Merci pour cet éclairage qui nous replace dans le temps. Et avant que M. Papon ne parle, vous ne m'en voudrez pas, tout à l'heure vous aviez évoqué le concept de centrale virtuelle. Or justement, les centrales virtuelles, ce sont celles qui sont capables de prendre en compte ces énergies intermittentes, c'est bien ça ? Pas du tout quelque chose d'installé qui ne bouge pas sauf et qui fonctionne sauf arrêt programmé comme le nucléaire. Expliquez-nous ce que c'est et pourquoi on a besoin de ce nouveau concept. Donc dans le cadre des centrales conventionnelles, que ce soit à partir de combustibles fossiles
ou électronucléaire, la centrale a un périmètre donné. On sait exactement le périmètre de cette centrale. Maintenant, avec la production distribuée d'électricité, que ce soit alors par l'énergie éolienne, le photovoltaïque ou éventuellement la cogénération, on a des productions distribuées. Alors comment faisaient pour l'instant les opérateurs style EDF pour satisfaire les pics de consommation d'électricité? Ils travaillent sur des modèles prédictifs basés notamment sur la météo ainsi que sur les jours de congé, ainsi de suite, pour voir quel va être l'appel d'électricité. Et en complément de ce qu'ils appellent l'électricité de base, ils font jouer les électricités d'appoint, que ce soit de faire appel à l'hydraulique ou de mettre en marche des centrales thermiques d'appoint. Avec le nouveau contexte d'énergie distribuée, maintenant ce même processus va fonctionner pour analyser la demande, mais au niveau de la production, ils vont faire jouer également la météo pour savoir combien les éoliennes vont produire, combien le photovoltaïque va produire, et ainsi de suite, combien les différentes installations distribuées, sachant que les différentes installations distribuées sont reliées contractuellement avec eux, parce qu'ils rachètent l'électricité qui est produite, et de cette façon, ils vont piloter la production par rapport à la demande. Et donc c'est là où le smart grid, les compteurs intelligents, le pilotage intelligent va intervenir. C'est qu'il y a non seulement la possibilité d'avoir l'information sur la production, mais éventuellement de la piloter. Et deuxièmement, également, éventuellement, de piloter la consommation, c'est-à-dire que certains instruments, équipements qui consomment de l'électricité, en cas de forte demande, grâce aux compteurs intelligents, ils pourront différer légèrement la mise en route de ces équipements quand c'est possible pour pouvoir passer les pics. Alors par ailleurs, il y a des aspects futuristes qui sont étudiés, notamment la possibilité pour le stockage de l'électricité, si le véhicule électrique se développe fortement, eh bien il n'est pas exclu qu'une partie du stockage de l'électricité puisse se faire paradoxalement dans les batteries des véhicules électriques. Et je dois dire que là-dessus, il y a une réflexion qui est menée actuellement pour savoir si le courant alternatif, il ne va pas se trouver un peu en compétition avec le courant continu. Je voudrais juste signaler qu'il y a un roman qui a du succès en ce moment de Jean Snow qui s'appelle Éclair, qui est un roman qui retrace un peu le débat qui a eu lieu entre le courant continu et le courant alternatif, entre Edison et puis Tesla à l'époque. Et donc actuellement, il y a une réflexion pour savoir si, au niveau de l'habitat, il n'y aurait pas intérêt, et pour le transport, à revenir à des réseaux avec du courant continu. Il y a donc des travaux qui ont lieu dans ce sens-là. Donc la notion de centrale virtuelle, c'est plus un périmètre correspondant à une usine, c'est un périmètre correspondant à une région dans lequel toutes les productions distribuées sont bien comptabilisées. Certes, c'est variable la production, mais ce n'est pas aléatoire, c'est prédictible grâce notamment au phénomène de météo qui est relativement bien maîtrisé. Relativement bien maîtrisé. Monsieur Papon, vous voulez absolument intervenir ou on peut prendre une question ? Vous êtes généreux. Alors, c'est ici, monsieur... Ah, mais c'est monsieur Patoureau que nous retrouverons cet après-midi. Allez-y. Une question de manière générale, je voudrais remettre un petit peu d'humain dans tout ça. La question que je me pose, c'est pourquoi on a des raisonnements, comme on dit en anglais, end of pipe, c'est-à-dire qu'on voit les problèmes que quand ils sont là. Et je me demandais pourquoi en termes de conception, par exemple quand on pense aux agrocarburants, on n'a pas vu derrière les mécanisations, la déforestation massive, certaines populations qui ont été poussées à migrer, notamment je pense en Amazonie, et l'utilisation aussi d'OGM, etc., avec le drame que ça peut être, nucléaire aussi, donc des questions du genre, Tricastin fermait des tranches nucléaires quand le Rhône était au plus bas, donc pour le nucléaire on a besoin d'eau. Et aujourd'hui, les viticulteurs, suite à un incident sur Tricastin toujours, les viticulteurs voudraient que leur vignoble s'appelle autrement que Tricastin. Donc je voudrais savoir pourquoi on ne réfléchit pas nécessairement dans ce contexte-là. Et la question que je me pose, c'est la question, non pas que ce soit des mauvaises idées dont on parle là. Moi, je trouve qu'il y a des idées intéressantes là-dedans. C'est la conception même de ces idées qui reprend l'humain dans la réflexion.
Voilà, merci. Jean-François Münster. C'est une très bonne question, mais très difficile parce qu'elle renvoie à quelque chose de beaucoup plus large. Nous sommes obligés, je pense, en tant qu'humains, de prendre des paris sur les technologies parce qu'il est extrêmement difficile d'imaginer qu'on saura anticiper toutes les conséquences. Et on ne peut pas se permettre d'essayer d'anticiper tout. Regardez, vous évoquez des problèmes environnementaux, le déplacement dans l'Amazonie. D'abord, ce n'est pas démontré. Même aujourd'hui que ça existe, ce n'est pas démontré. Que c'est ça le facteur, parce qu'il y a bien d'autres facteurs sous-jacents. Nous sommes dans des sociétés complexes qui évoluent. Il y a un appel par la forêt, il y a des besoins de développement, il y a des populations qui, de toute façon, migrent d'elles-mêmes, etc. Ce n'est pas simplement parce que le Brésil a développé des champs de canne à sucre à la place de pâturage qu'il y a eu des déplacements pour l'Amazonie. Ce n'est pas vrai. Fondamentalement, ils ont pris la place de pâturage. Donc, et il y avait suffisamment d'élevage extensif pour garder le même élevage sur des pâturages un petit peu plus petits, c'est quelques pourcents. Donc, vous voyez que ce sont des sujets qui sont tellement complexes que se dire « arrêtons-nous, regardons tous les enjeux et choisissons ce qui va bien », je pense que la logique est beaucoup plus expérimentons, étudions au fur et à mesure, soyons modestes à se dire qu'on n'anticipera pas tous les enjeux environnementaux, sociétaux, et ayons des mécanismes de correction permanente. Moi, je crois que c'est beaucoup plus adapté à l'évolution du monde, à ce que l'homme est, etc. L'autre chose que je voulais dire, c'est que Pierre Papon a défendu vigoureusement les ruptures technologiques. Je suis d'accord avec lui. Simplement, il y a 5 éléments à avoir en tête dans les ruptures technologiques, d'après moi. Prenons les biotechnologies. 1, les biotechnologies, c'est une réalité d'aujourd'hui. C'est pas la biologie synthétique, c'est en cours. C'est maintenant. Et c'est en cours, y compris parce qu'il y a des avantages supplémentaires qui est que c'est bien plus efficace énergétiquement, qui sera la clé de la transformation énergétique, que tous les autres procédés chimiques. Deuxièmement, il y a des tas de choses qui sont matures, parce que ça existe en pharmacie, ça existe en cosmétologie. Apprenons d'autres secteurs et transférons dans un secteur industriel ce qui existe partout, ce qui peut exister partout au bénéfice d'une activité. Aujourd'hui, l'industrie chimique est en transformation profonde, elle est en train progressivement d'intégrer les biotechnologies dans tous ses procédés, avec des enjeux à traiter sur la biologie, on sait bien. Troisièmement, la recherche change les choses extrêmement vite. La biotechnologie évolue à une vitesse extraordinaire. Mais il faut être conscient que le temps de passage d'une technologie du labo à l'industrie, puis au déploiement significatif à l'échelle mondiale pour prendre une place dans un système aussi gros que l'industrie chimique ou l'industrie de l'énergie, ça prend du temps d'investissement, du temps de déploiement, du temps de test, qui nous donne du temps de valider tous les impacts au fur et à mesure du déploiement avant que ça soit installé et incontournable. Ce temps, on peut c'est quoi? C'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans? Non, typiquement, il faut compter 20 ans. C'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez que l'industrie de l'énergie investit 500 milliards par an aujourd'hui, rien que dans le pétrole, plus l'électricité, et que pour transformer le mix énergétique, les chiffres de l'AIE disent qu'il faudra investir 1000 milliards par an en plus. Donc ce sont des montants gigantesques à l'échelle mondiale, petits par rapport au PNB mondial, mais gigantesques quand même en termes d'argent absolu. Dernière chose, c'est en marche. Les technologies du futur, il y en a qui sont en marche. Total. Nous avons des parts dans une société qui transforme le CO et l'hydrogène en méthanol, par biotechnologie. Dans une société qui transforme le sucre en butanol, pour l'industrie chimique. Qui transforme le sucre en farnésène, une molécule du futur qui existe depuis très longtemps dans la cosmétique, mais qui est une molécule du futur. Nous avons des brevets sur la transformation de sucre en acide lactique. Et donc tous ces problèmes sont en marche. Simplement, ce que nous apprenons, c'est qu'il faut être imaginatif et réactif. Nous avions lancé ces études, nous avions pris ces parts dans ces sociétés pour faire des carburants. Notre réalité d'aujourd'hui est que ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire de la chimie. Parce que ces molécules ont beaucoup plus de valeur ajoutée à faire des produits de la chimie qui eux-mêmes sont efficaces énergétiquement
et donc réduisent la consommation d'énergie, et en plus sont renouvelables. Donc il faut se dire que dans la transformation des énergies de rupture, on ne sait pas a priori à quoi ça va réellement servir. On imagine quelque chose, il faut être flexible, s'adapter en fonction de l'évolution. Et l'évolution de la technologie, l'évolution du monde passe par ce genre de démarche. Il faut qu'on ait le courage d'expérimenter. Oui, pour prolonger la remarque, la question et remarque de M. Patoureau, et ce que vous venez de nous dire nous permet de comprendre que d'une certaine façon, alors là je vais prendre ma casquette de communicante, difficile de communiquer trop tôt, quand on voit que c'est difficile de prévoir très exactement ce qui va se faire, très difficile peut-être même de l'appeler, de le nommer. Vous avez tous prononcé, et je ne suis pas sûre que tout le monde soit bien au courant de ce qu'est la biologie synthétique, qui est cette nouvelle évolution fondamentale de la biologie. On sait que utiliser ce mot, à certains endroits, déjà a une résonance négative. Ici, vous la prônez parce qu'on en espère beaucoup, par exemple pour l'énergie, mais vous êtes déjà en train de nous dire que finalement on va plutôt faire de la chimie. On comprend que c'est compliqué. Et comment en parler? Comment, d'après ce qu'avait demandé M. Patoureau, me semble-t-il, comment susciter à la fois l'intérêt du questionnement et ce qui est fondamental pour nos sociétés, de l'acceptabilité de ces nouvelles technologies. Qu'il n'y ait pas une découverte 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on ne nous l'avait pas dit. Monsieur Loiseau. Oui, je vais faire une petite remarque puisqu'on est sur l'aspect sociétal. En fait, je veux dire, on parle de gigatep. C'est vrai que 20 gigatep, c'est pas 2 plus 2 plus 1. De temps en temps, j'ai un peu l'impression qu'on fait cette erreur assez extraordinaire. On s'arrête là parce qu'on dit oui, ça va se développer. C'est ce que j'ai essayé de faire en vous disant on construit de façon responsable et un mix énergétique où il y a 20 gigatep, ça veut dire un peu moins de 2 fois la consommation de 2000. La deuxième remarque, c'est sur la gouvernance mondiale. Je fais un rêve. Supposons qu'il y ait une gouvernance mondiale qui soit déclarée à Canquin. Alors, si vous voulez, finalement, elles se disent, quand même, comme c'est nouveau, on va prendre des mesures efficaces. Et on va dire au Brésil, vous ne devez pas faire d'agrocarburants. Vous croyez que le Brésil va accepter cette affaire-là comme ça? Il ne faut plus déforester, il faut arrêter tout ça, etc. Il faut que vous produisiez du maïs ou de la canne à sucre et que vous le mettiez sur le marché, comme ça les prix s'abaisseront, tous les pauvres pourront en acheter. Est-ce que c'est comme ça que le monde marche actuellement? Et c'est pas demain la veille qui va changer quand même. Donc en fait, je dirais, il faut prendre ça en compte aussi. Je trouve qu'il est légitime pour les Brésiliens d'augmenter leur surface d'agriculture s'ils ne sont pas payés en retour par la communauté internationale pour être un réservoir de biodiversité. On est loin de ce mécanisme. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses ne sont pas évidentes du tout. Je rejoins mon co-intervenant de ma gauche, là, qui dit c'est très complexe. Il faut avouer que, si vous voulez, rien n'est simple. Si vous voulez, le fait que Canquin, par exemple, n'est pas plus avancé, que la plupart des gens se disent oui, on est d'accord pour que Kyoto continue, mais à condition que les autres y rentrent de façon contrôlée, etc. C'est quelque chose qui met en jeu quelque chose qui est vraiment dans le politique, quoi. Et ce que je pense, c'est que, si vous voulez, actuellement, on manque moins de solutions techniques que de gouvernance mondiale. Ça, c'est le point. Enfin, en tout cas, c'est le mien. Plein de questions sur la gauche. Monsieur, au fond. Oui, bonjour. Ça marche? Ouais. Je voudrais revenir, et je m'en excuse, sur le traitement des déchets nucléaires, parce que c'est très important. Ça a une incidence politique, essentiellement en Allemagne. Et ma question est la suivante. Nous avons eu, il y a quelques dizaines d'années, un surgénérateur Phénix qui était supposé produire
du combustible utilisable et réduire les quantités de déchets produites. Je voudrais savoir on l'a arrêté, je voudrais savoir pourquoi. Et quelle est la différence entre surrégénération telle qu'elle était prévue à l'époque et le traitement tel qu'il est fait à La Hague? Et y a-t-il des nouveaux projets dans ce domaine? Merci. Monsieur Loiseau. Bon, votre question porte sur les déchets. Honnêtement, si vous voulez, il y a deux catégories de déchets qui sont... si vous voulez, le déchet incontournable, qu'il soit avec la surgénération ou sans la surgénération, ce sont les produits de fission. C'est-à-dire que ces produits de fission, de toute façon, on les aura avec le même taux, que ce soit surgénérateur ou pas surgénérateur. Ceci, si vous voulez, et dans le cas des surgénérateurs, on est obligé de retraiter les combustibles usés. Donc en quelque sorte, si vous voulez, on est dans la configuration où l'essentiel des déchets, ce sont les produits de fission. Et vous n'avez pas toute cette masse de combustible usé qui vous reste sur les bras, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, où il n'y a pas de retraitement. Donc, si vous voulez, on peut dire que la surgénération, eh bien, elle oblige tous les pays à faire comme la France, c'est-à-dire à retraiter ces déchets. J'ai évoqué, si vous voulez, je pense que normalement, si on voulait être peut-être un peu rationnel, il faudrait sans doute que tout le monde retraite ses déchets. Je n'ai pas dit que la France doit forcément le continuer seule, hein, en disant ça. Je dis que la logique, c'est que tout le monde se mette à retraiter ses déchets pour avoir l'avantage de la grande compacité, de la limitation maximum des déchets de très longue vie, et aussi de préparer la surgénération. Bon, voilà le point. Je pense que, si vous voulez, j'essaye de répondre honnêtement à votre question. Oui. Et l'autre question était, pourquoi Superphénix a-t-il été arrêté? Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que je me doutais que cette question me serait posée. Et j'ai tendance à répondre pour ma part. Je dis oui, on a bien fait d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré, comme dit M. Master, c'est que quelquefois on pense qu'une technologie va prendre le pas sur une autre. On l'a pensé quand on a collectivement, avec des pays européens, construit Superphénix. Mais il s'est trouvé, si vous voulez, que la concurrence du pétrole, du charbon, enfin le marché, en gros, a montré que le surcoût de production avec un surgénérateur faisait qu'on n'en construirait pas. Alors après, fallait-il l'arrêter ou pas? Moi j'ai une opinion, oui, il fallait l'arrêter parce que c'était trop cher simplement de le faire fonctionner. Et quand on n'a pas de grandes séries, ça coûte très cher. Ça coûtait cher politiquement à ce moment-là. Moi, je pense que si finalement, si vous voulez, même maintenant, on disait est-ce qu'il fallait l'arrêter? Je continue à dire oui, il fallait l'arrêter. Pour des raisons de coût. C'est pas très grave de se tromper en même temps, je veux dire. Ceux qui ne font rien n'apprennent pas grand-chose, souvent, je dis aux gens qui ont toujours peur. Donc, je pense qu'on a bien fait progresser les problèmes en faisant Superphénix. Voilà, je pense que ce n'est pas une catastrophe que Superphénix soit arrêté. Voilà. Merci. J'aimerais prolonger la question de monsieur en vous demandant, quand des technologies, enfin, en tout cas quand un réacteur de ce type s'arrête, est-ce qu'on garde la connaissance quelque part de ce qui a été fait? Est-ce que ça peut rester, ou bien est-ce que la connaissance passe toujours par les hommes et les femmes éventuellement qui l'ont faite? Monsieur Loiseau ou Monsieur Master? Si vous voulez, c'est vrai que ce que vous dites, mais même sur les réacteurs les plus classiques, je dirais les gens qui ont construit 50 réacteurs en 10 ans, entre 1980 et 1990, ils sont à la retraite ou ils sont déjà disparus, malheureusement. Donc en fait, si vous voulez, la question, c'est que très rapidement, c'est une technologie lourde, je l'ai indiqué comme contrainte.
c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle elle ne se développe pas immédiatement en Chine. C'est beaucoup plus complexe qu'une centrale à charbon. Donc ça prend du temps. Et pour ce qui est de Superphénix, je crois que oui. Les principales leçons, si vous voulez, c'est que c'était une question de prix. Ça, c'est ce qui a été avancé par les opérateurs. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que les exigences de sûreté actuelles font que Superphénix ne fonctionnerait plus, de toute façon. Donc, voilà, je veux dire, il faut être honnête, c'est comme ça. La sûreté a évolué dans ses exigences de façon tout à fait correcte. Hein. Voilà. Monsieur Master. Oui, il y a d'abord une technologie, c'est pas que le savoir technologique lui-même, c'est aussi les manières de l'utiliser. Et c'est les processus permettant de l'utiliser. Il y a des choses qu'on garde, qu'on sait garder parce qu'on sait l'écrire de sorte que quelqu'un de formé puisse le réapproprier. Il y a des choses qu'on ne sait pas écrire. Le savoir-faire, on ne sait pas le décrire complètement. Il y a des procédures pour essayer de transmettre les savoir-faire, mais généralement c'est de personne à personne. Quand quelqu'un part en retraite, on essaye de garder le savoir-faire et de le transférer. Il y a des procédures dans toute l'industrie pour faire ça. Mais en même temps qu'on utilise une technologie, on construit une méthode de travail permettant de s'assurer qu'on l'utilise à bon escient. Et ça c'est enregistré. C'est enregistré et quelqu'un qui retravaille sur cette technologie repart en principe de la procédure pertinente. Mais à contrario, ce qui vient d'être dit, c'est que les technologies évoluent. Ce qui était vrai à un moment donné, il y a d'autres choses qui ont changé. Pour des raisons de sécurité, on met plus de ferraillage, et ben ça a un impact sur la manière de couler du béton dans une centrale nucléaire, ce qui est le problème en ce moment. Et par conséquent, le savoir-faire de l'époque n'est plus adapté. Il y a de l'organisation industrielle. Dans une industrie, malheureusement, mais c'est la vie, c'est des organisations complexes, il y a des métiers qui sont perçus comme cœur et d'autres qui sont perçus comme support. Et généralement, les problèmes que l'on a, c'est dans les supports, parce que c'est là qu'on perd les savoir-faire, parce qu'on n'entretient pas aussi attentivement. Et c'était le cas du génie civil dans les centrales nucléaires. Le génie civil était perçu comme quelque chose qui suivait. Et puis on reconstruit une nouvelle centrale nucléaire, on s'aperçoit que si on ne fait pas bien le génie civil, on prend du retard et des surcoûts. Et puis enfin, on a quelque chose d'humain, inévitable et à mon avis souhaitable, c'est que les nouvelles générations doivent réapprendre et en plus vouloir changer. Si on dit aux jeunes générations, écoute, tes anciens vont te dire comment ils font faire, c'est pas bien. Il faut accepter qu'ils réapprennent, il faut accepter de reprendre des paris sur leur imagination parce que c'est un gros facteur de progrès et c'est un gros facteur de motivation pour elles. Et donc, ce faisant, ils réapprennent et ils refont des bêtises. Mais nous sommes des humains. Merci. Vous faisiez allusion, bien sûr, au retard que connaît Areva dans la construction de ces EPR, aussi bien en Finlande qu'en France. Monsieur... Excusez-moi, je vous ai appelé monsieur tout à l'heure, c'était madame, mais je ne vous vois pas très bien. Là, j'espère que je ne fais pas de confusion. Non, je vais me lever, ce sera plus simple. Oui, depuis quelques instants, on est rentré dans le thème que je voulais vous demander d'aborder, parce qu'on n'avait pas encore abordé le sujet de la tolérance des populations. Et il me semble que c'est un facteur relativement déterminant dans le rythme des choses. Vous avez tous les critères que vous avez développer, que ce soit les ressources, que ce soit les techniques, les technologies, la recherche, etc. Mais ensuite, il y a le niveau de tolérance. Et pour prendre juste l'exemple de Superphénix, pour ceux qui se souviennent de cette époque, 82, 83, cette époque-là, c'est pas sur le critère du coût et le critère de la capacité d'obtenir la sûreté qu'on a arrêté Superphénix. C'est parce qu'effectivement, les gens, et en particulier les Suisses voisins, ont fait pression et le gouvernement de l'époque était bien content d'avoir un argument comme celui-là. Donc, j'aimerais bien que les différentes optiques que vous avez développées soient éclairées par ça. Et je voudrais apporter une question plus précise, mais qui va dans le même sens. Le pétrole, c'est un matériau merveilleux. On le brûle bêtement, alors que jusqu'à aujourd'hui, on s'en sert pour énormément d'autres choses, et en particulier toute la chimie, toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'on peut nous dire si, dans les chiffres qu'on a évoqués,
on réserve le pétrole nécessaire pour ces autres progrès, ou si dans la biologie de synthèse, on n'en aura plus besoin. Merci. Qui veut répondre? Pas sur le pétrole, mais je peux répondre. Vas-y. Qui commence? Monsieur Münster. Le pétrole, c'est un produit merveilleux. Il faut réaliser à quel point nos économies et nos sociétés actuelles sont dépendantes des énergies fossiles en général, mais du pétrole en particulier. Et le pétrole, c'est un produit complexe. Hein, n'oubliez pas, il y a des centaines de molécules dans le pétrole. Et l'industrie pétrolière consiste à prendre ces molécules et chercher à s'en servir, au moins techniquement, de la meilleure façon possible. Regardez dans la salle le nombre de choses qui sont en plastique, c'est du pétrole. Hein. Regardez le nombre de polymères que nous avons dans nos vêtements, c'est du pétrole, etc. Donc oui, c'est un produit qui est utilisé pour ça. Reste que c'est dans un marché où il y a des besoins en concurrence et il y a des prix relatifs à ça. Et donc l'usage des différentes molécules du pétrole, comme on peut en plus aujourd'hui transformer des familles de molécules dans d'autres familles de molécules, arrête pas de se décaler au cours du temps. Alors vous dites, à ce moment-là, il faut s'assurer de l'avenir. Chaque segment de l'industrie s'interroge sur le futur. Pour nous, chez Total, on se dit, attention, comme le besoin de carburant continue d'augmenter, parce que le parc de véhicules augmente dans le monde et que ce n'est pas tout de suite qu'on aura un remplacement du moteur thermique. Il y a un parc et il faut 15 ans pour le changer. Parce que les véhicules vivent 15 ans. La tension, s'il y a un plafonnement de la production pétrolière sur les carburants qui a des tas de qualités, c'est stockable, c'est transportable, c'est dense, c'est distribuable facilement, va faire que l'utilisation pour la pétrochimie risque d'être sous tension. Donc préparons l'avenir en se disant que d'autres sources, dont la biomasse, dont le charbon, peuvent être des feedstocks, des ressources primaires pour faire de la pétrochimie. Développons les technologies et les usines pour cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous produisons des plastiques à base de sucre. Ces premiers plastiques n'étaient pas terribles. Hein. Vous mettiez de l'eau chaude, ça fondait. Fondamentalement, c'est un polymère de sucre. Et donc, préparons les technologies pour que ces plastiques à base de sucre puissent remplir les fonctions qui nous sont utiles. Il nous faut des gobelets qui tiennent l'eau chaude, le café, et des durites dans les voitures. Et donc, nous travaillons à ça en se disant que si la technologie est prête, le sucre, c'est un produit du marché qui est très abondant aujourd'hui, nous avons une ressource complémentaire. On fait la même chose à base de charbon en Chine, puisqu'il y a beaucoup de charbon en Chine, et qu'ils l'utilisent pas. Ils importent du charbon, mais ils n'utilisent pas tout leur charbon. Et donc, notre logique, c'est de nous préparer à gérer les tensions. C'est un petit peu le même discours que sur l'économie circulaire. Une des difficultés, il y a deux difficultés sur l'économie circulaire. C'est que lorsqu'on a des installations, il faut les amortir. Et les installations industrielles coûtent cher, ça se compte en milliards. Une plateforme pétrolière, c'est 8 milliards. C'est plus gros qu'une centrale nucléaire. Il faut amortir cet investissement, rembourser par le bénéfice l'emprunt qu'on a fait pour la construire. Et à partir de là, c'est long. Et donc, il faut utiliser ces infrastructures longtemps, ce qui est un frein à la transformation de systèmes. La deuxième chose, c'est que l'industrie et le segment industriel doit être capable de s'adapter à des tas de circonstances, dont certaines qui évoluent très vite. Vous avez vu les prix du pétrole, vous avez vu les crises politiques, les crises économiques. Et en conséquence, des systèmes trop intégrés sont beaucoup moins résilients aux fluctuations. C'est comme dans les écosystèmes, hein, c'est comme dans l'évolution. Il faut que l'industrie soit résiliente pour s'adapter aux changements. Et ça la désoptimise instantanément, ça l'optimise sur le long terme. Mais on est bien obligé de gérer le long terme dans l'industrie en même temps qu'on gère le court terme. Juste une petite incidence sur l'acceptabilité. Monsieur Loiseau, je vous signale qu'il est 12h30. Donc maintenant, on se garde encore 5 minutes, mais pas de plus. Donc réagissez très vite. Il y a encore une autre question et à laquelle il faudra répondre très très vite. 5 minutes. L'acceptabilité que signale monsieur est effectivement, je dirais, un terme très important, enfin une problématique très importante pour le nucléaire, je dirais, et spécialement. Pourquoi ? On peut se demander, il y a premièrement le problème des déchets à long terme. Les gens n'aiment pas prendre des engagements pour des centaines d'années, voire des milliers. Bon, même si c'est limité, c'est difficile. Ça, c'est la première chose.
Mais je dirais que l'autre type d'acceptabilité, il est, à mon avis, enfin l'autre raison d'inacceptabilité est, à mon avis, le fait que ce soit une solution pour s'en sortir sans avoir à diminuer de façon extrêmement drastique nos consommations. Et ça, je dirais que j'évoque ça parce que, en général, les gens qui défendent la décroissance trouvent que le nucléaire, il y en a marre, parce que c'est une solution qui n'impose pas la décroissance. C'est comme le charbon sans CO2. Hein. Le charbon sans CO2 n'aura pas une meilleure acceptabilité que le nucléaire. Ça sera pareil, avec le stockage de CO2 dans le sol, dont on n'est pas sûr qu'il le gardera. Donc ces deux énergies qui sont à l'échelle de besoins à peu près minimum pour d'ici 2050, eh bien, sont combattues. Pourquoi ? Pas parce qu'elles sont bonnes, c'est qu'elles sont trop bonnes. Pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais c'est qu'elles sont trop bonnes, parce que dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin de changer nos sociétés, en tout cas de façon brutale. Voilà. C'est mon point de vue et je le défends. Monsieur Papon, et ensuite on prendra la question de monsieur. Excusez-moi. Ça va marcher, parlez dedans. Oui, bon, juste une réponse rapide. C'est vrai que les ruptures techniques, ça n'est pas simplement un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il faut des dizaines d'années, un contexte économique, social qui se prête à adapter, ou adopter plutôt, une technique. Et l'histoire des techniques le montre. Hein. On l'a rappelé, Edison, Tesla, également la controverse entre Edison et Ford, entre les voitures électriques et les voitures automobiles. Donc là, il y a tout un contexte social qui pèse. On ne va pas transposer les solutions occidentales, par exemple le nucléaire, en Afrique. Ça ne tiendra pas la route. Et il faut des solutions adaptées à ces pays-là. Et on le voit d'ailleurs aussi en ce moment en France. Vous avez parlé des réseaux virtuels. Bon, on est en train d'essayer, en Indre-et-Loire où je vais souvent, un compteur dit intelligent, Linky. Les gens protestent, ça mettra 5 ans, 10 ans pour que le consommateur puisse adapter cette technique-là. Je crois que vous avez tout à fait raison, c'est un point essentiel. Ça ne se fait pas en un tour de main. Monsieur. Si. Je voudrais vous parler d'un temps de passage immédiat, pas un temps de passage qui nous prendra 5 ans, 10 ans, 20 ans, comme disait M. Mester tout à l'heure. C'est un temps de passage qui peut être immédiat si tant est qu'on est prêt à opérer une rupture. Pas une rupture peut-être technologique qu'évoquait M. Papon, mais une rupture dans les mentalités. Alors cette rupture dans les mentalités, elle peut prendre un certain temps. Mais le temps de passage, si vous avez opéré la rupture, en sortant de cette salle, on peut y aller. C'est l'économie. Dans la règle des 3 x 20 que M. Papon rappelait tout à l'heure, il y a un des 20%, c'est l'économie. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Peut-être parce que ce plateau est constitué de scientifiques éminents et qui mettent beaucoup d'espoir et de foi, comme M. Papon, et une foi réjouissante pour M. Papon dans l'avenir. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Et M. Loiseau l'évoquait tout à l'heure, un peu d'économie, ça veut dire un peu de frugalité. Si on n'ajoute pas un peu de frugalité dans notre mode de vie, je pense que les futurs de demain seront très sombres. Vous avez fait allusion à plusieurs reprises aux pays émergents, comme s'ils devaient tout attendre de nous. Les pays émergents, on ne va pas leur couper le robinet du pétrole, on ne va pas leur interdire de faire du nucléaire. Les pays émergents ont beaucoup à nous apprendre, outre les savoir-faire que l'on a oubliés depuis longtemps. Parce que quand vous allez en Afrique et que vous voyez qu'un type est capable de forger, d'extraire du minerai de fer tout seul, comme on faisait à l'âge du fer, nous, on ne sait plus le faire, c'est-à-dire qu'on est dépendant des technologies. Donc, un peu de frugalité et revenir à ce que les pays émergents savent faire, c'est-à-dire récupérer, recycler. La dame qui n'a pas pu venir aujourd'hui sur les planches que vous avez montrées en parlait, je crois. Voilà. Et tout cela, c'est pas pour du moins, c'est pour du mieux. Voilà, je voulais vous dire cela. Monsieur Loiseau, ensuite Monsieur Papon, Monsieur Meunier, pardon. Le problème du comportement et de l'acceptabilité, il n'a pas pu être traité ici. Moi, je dois dire qu'effectivement, la question de fond, à côté des solutions techniques qu'on a pu brosser rapidement, sur lesquelles il y a des débats d'acceptabilité qui sont certains, notamment pour le nucléaire, la question, c'est de savoir quel est le changement de comportement qui va être acceptable
pour aller vers une société qui soit plus sobre en consommation d'énergie et qui soit transposable aux pays émergents. De ce qu'a montré M. Münster tout à l'heure, on voit clairement que si la Chine elle suit le modèle de développement des États-Unis ou du Canada, globalement, la planète elle va dans le mur. Donc il faut absolument que ce soit un autre modèle de développement. Et donc par rapport à une question qui a été posée sur la notion d'acceptabilité, est-ce que nos technologies sont acceptables? Je pense que ça nous renvoie un petit peu à la discussion qu'il y a eu hier sur les indicateurs. Il est certain que dans les indicateurs, il faut maintenant qu'on prenne en compte l'impact sur l'environnement des nouvelles technologies et que l'on soit capable d'évoluer dans cette direction-là. Et on ne peut pas sous-estimer le fait que certaines technologies comme le nucléaire, par exemple, sont particulièrement anxiogènes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beau dire, les déchets, il n'y a pas de problème, c'est pas le ressenti général de la population. Et ça, on ne peut pas le barrer d'une croix rapidement en disant il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Ce problème, il doit être pris en compte et bien analysé pour les décisions qui vont être prises. Oui, si je peux ajouter juste un mot par rapport à ça. Premièrement, je n'ai jamais dit que le déchet, ce n'est pas un problème. Je dis que, sur mon avis, c'est que ce problème est gérable de façon raisonnable. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas eu le temps de développer ça, c'est que lorsque je vous ai dit qu'on construisait un scénario énergétique ou un mix énergétique de 20 gigatep en 2050, cela implique une diminution moyenne de consommation d'énergie pour les pays développés de 30%. Sinon, si vous voulez, juste un tout petit, ceci veut dire, si vous voulez, que même arithmétiquement, on peut vous le démontrer, qu'on ne peut pas s'en sortir si on continue, nous les pays développés, à consommer autant. Il faut, avec les hypothèses qu'on a prises, qu'on diminue notre consommation par habitant de 30%. Donc je suis en partie d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Sinon, ce n'est pas 20 gigatep qu'il faut, c'est 30 ou 35. Voilà. Attendez, monsieur, vous n'avez pas de micro, donc on ne vous entend pas bien. Merci. Si je puis me permettre, la manière dont vous le dites, monsieur, on dirait que c'est pour nous faire peur. Non, je m'exprime mal. C'est ressenti comme ça. Ça fait peur aux gens. Vous dites 30% de moins, mon Dieu, qu'est-ce que je vais supprimer? Qu'est-ce que je vais supprimer? Mais je peux supprimer des choses très faciles. Au lieu de prendre ma voiture pour aller au travail, mon travail qui est à 500 mètres de chez moi, mais j'y vais à pied. Et j'ai rien supprimé. Mon standard de vie est toujours le même. Peut-être qu'on n'arrivera pas à 30% comme ça, mais ça peut commencer par ça. Donc, il nous faut des incitations politiques, des messages à la télé, etc. Je dis qu'il n'y en a pas assez. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Münster, incitation politique? Oui, personnellement, j'ai aucune réserve à la démarche consistant à entrer dans des logiques d'économie d'énergie. Sobriété d'énergie, ça va un peu loin d'après moi, mais d'abord, il y a plusieurs éléments, même dans les entreprises, c'est un sujet. Nous avons des démarches internes au groupe sur ces problématiques-là également. Deuxième élément, ça passe beaucoup par des démarches individuelles. Nous sommes tous concernés par ce genre de logique et des démarches collectives. Troisième élément, c'est des choix de société. Ça veut dire de ce point de vue-là que nous ne pouvons pas faire ces choix de société à la place des autres. Nous pouvons le faire pour nous, à notre échelle, à notre pays, en Europe. Mais s'il y a une chose où là, il faut prendre l'initiative volontairement dans un pays, c'est bien cela. On ne peut pas le faire à la place de la Chine. C'est la Chine qui doit choisir son modèle de société. Et personnellement, je trouverais vraiment dérangeant. Il faut du point de vue de la technologie, on peut leur transposer. Du point de vue des choix de système, etc., on peut les accompagner. Mais le choix de société, c'est d'abord leur responsabilité, je pense, fondamentalement. Enfin, ça passe par la formation. Et le chasser le gaspille, on a perdu 30 ans. On a perdu 30 ans d'éducation, je pense, personnellement. Parce qu'on aurait maintenu ce discours-là, il y a beaucoup de choses qui seraient déjà ancrées dans les têtes des quarantenaires.
Les plus vieux comme nous, c'est une autre affaire. Donc je pense qu'il faut l'inscrire dans la durée, il faut l'inscrire avec des choix qui sont dans les sociétés, etc. Et rassurez-vous, nous ne le vivons pas comme un problème pour le futur de l'entreprise. De toute façon, il y a tel besoin d'énergie dans le monde qu'une entreprise comme la nôtre a de toute façon un futur. C'est pas le sujet pour nous. Le sujet, c'est le sujet de la société. Pour clôturer cette table ronde, je vais vous demander si vous avez une très courte remarque à faire, car ensuite nous irons déjeuner. Nous avons déjà dépassé largement les 5 minutes que j'avais annoncées. Est-ce que, Monsieur Papon, vous voudriez faire une dernière remarque? Moi, je reprends un peu l'éternalité de cette discussion. Je pense que j'ai traité de rupture, mais on ne peut pas attendre ces ruptures. C'est vrai qu'il faut faire d'ores et déjà des choix à notre échelle, dans nos pays développés, d'économie d'énergie, de mise au point aussi de futures techniques pour des futures ruptures. Je pense que ces choix, on doit les faire, nous, à notre échelle. Et je rejoins Jean-François Münster, on ne peut pas se mettre à la place des Chinois. Monsieur Meunier. Oui, donc moi, je pense personnellement qu'il faut qu'il y ait un débat comme ce genre de débat qu'il y a ici, mais au niveau national, sur le choix de société qui correspond au développement de l'énergie et de bien voir l'impact sur l'environnement de ces choix et par ailleurs de bien réfléchir pour la collaboration avec les autres pays pour alerter sur les dangers que font courir certains types de développement sur la planète. Monsieur Loiseau. Prenez un autre micro. Oui, je voudrais dire que une chose que je souhaite, c'est que nous sommes 3 représentants de la recherche CNRS ou universitaire, et je crois que, si vous voulez, en fait, par exemple, ma position ou la position de monsieur, de mon voisin de droite, et je veux dire, elles sont en quelque sorte, je dirais, bizarrement contradictoires. Et je pense que, si vous voulez, la question n'est pas de savoir si je suis pour les renouvelables et pour le nucléaire. Moi, je ne suis pas forcément, je veux dire, pour le nucléaire. Ce qui m'intéresse, c'est d'assurer, par exemple, un mix énergétique qui fasse vraiment 20 gigatets pour 2050. Si ce n'est pas 20, ça peut être 15. Mais nous avons à discuter tous les deux. Et vous croyez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Et c'est l'expérience qui le montre. Et aujourd'hui, je pense que vous voyez bien qu'on n'est pas tout à fait, je vais dire, coopératif. Je souhaite qu'on devienne coopératif sur cette affaire, au moins parmi les scientifiques. Monsieur Münster, vous n'êtes pas coopératif? Nous ne sommes pas coopératifs? Monsieur Münster fut dans la recherche publique aussi, longuement. Hein, pendant 30 ans. Je pense que sur la partie développement technologique et recherche, de toute façon, le paradigme, pour utiliser le mot de Pierre Papon, d'aujourd'hui, en matière de développement technologique, c'est la coopération. Et tous les systèmes de recherche qui se construisent dans des modes où la recherche publique, les grandes entreprises, les PME travaillent autour de projets qui sont la seule manière de faire face aux enjeux des systèmes complexes dans lesquels nous avons besoin de développer nos technologies. Je pense, à contrario, que nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour que les parties prenantes de la société puissent travailler ensemble et de multiples formes, pas seulement lors d'une grand-messe de type Grenelle, mais continuellement. Et ces parties prenantes sont nombreuses. Il y a le public, il y a le système éducatif, il y a les médias, il y a les ONG, il y a les entreprises, il y a les collectivités, les politiques. Et par conséquent, c'est un tissu de débat permanent qu'il faut construire parce que le regard de la société se construit dans ce cadre-là, avec toutes ces parties prenantes qui ont toutes une légitimité et quelque chose à dire. Et là, nous avons encore beaucoup de progrès à faire, particulièrement en France. J'ai l'impression que vous avez parlé de la démocratie, et ça fait plaisir pour une fin de table ronde. Merci, bon déjeuner, et nous nous retrouvons à 15h.